Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez également à devenir membre YouTube, à soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est aimer, partager, commenter et regarder l'émission. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir l'ancien ambassadeur américain, Chas Freeman. L'ambassadeur Freeman est un diplomate et écrivain américain à la retraite. Il a servi dans le service diplomatique des États-Unis, ainsi qu'au département d'État et de la Défense, dans de nombreux postes différents au cours de ses 30 ans de carrière. Plus particulièrement, il a travaillé comme interprète principal pour Richard Nixon lors de sa visite en Chine en 1972 et a été ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite de 1989 à 1992. Monsieur l'ambassadeur Freeman, bienvenue à nouveau en Inde et à Global Left. Je suis heureux d'être avec vous. Une grande partie de la presse américaine s'est concentrée sur la visite du président Trump dans les 3 États du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Il y a beaucoup de sujets à aborder, qu'il s'agisse du besoin des États-Unis de trouver des alliés économiques, de l'ambition des États du Golfe de s'imposer comme leaders régionaux, ou de la stabilisation de la région, ce qui nous amène à la relation des États-Unis avec Israël et l'Iran. Mais si vous pouviez commencer par nous donner votre première impression sur la façon dont vous percevez cette visite du président Trump dans les États du Golfe. Eh bien, c'est une répétition du premier mandat de Trump. Et les premiers pays étrangers qu'il a visités étaient également dans le Golfe, l'Arabie Saoudite. Et je pense que ça s'explique par la nature de M. Trump. Il s'intéresse à 2 choses, l'argent et le développement immobilier. Comme vous vous en souvenez peut-être, le célèbre braqueur de banque Willie Sutton, lorsqu'il a été arrêté par le FBI, a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il braquait des banques. Il a répondu « c'est là que se trouve l'argent ». Et le Golfe, c'est là que se trouve l'argent. C'est aussi là qu'il y a beaucoup de développement immobilier. Bien sûr, l'ironie, c'est que pendant que M. Trump est là-bas, après avoir visité Riyad, puis Doha et la base aérienne d'Al Udeid au Qatar, il se dirige maintenant vers les Émirats arabes unis. Alors qu'il admire de magnifiques chantiers là-bas et parle d'échanges d'investissements, les Israéliens achèvent la destruction de Gaza de la manière la plus horrible qui soit. Et personne ne fait rien à ce sujet. Bien sûr, dans le Golfe, il aura également parlé aux dirigeants, à Mohammed Ben Salman et à d'autres à Riyad, car il y avait un rassemblement des pays du Golfe là-bas. Il leur aura parlé de ses négociations avec l'Iran. Je pense qu'il souhaite vraiment un rapprochement avec l'Iran. Il veut être celui qui fera la paix avec l'Iran. L'Iran a été lésé par les États-Unis depuis près de 75 ans, et les États-Unis, de leur côté, depuis environ 40 ou 45 ans, depuis la prise d'otages lors de la révolution islamique de 1969. Il s'agit donc d'une relation de longue date marquée par une animosité réciproque. Cela ne sert franchement les intérêts d'aucun des 2 pays. Et les questions ont été mises en avant par le Premier ministre israélien, M. Netanyahou, principalement autour du programme nucléaire iranien, qu'il affirme être destiné à la fabrication d'une bombe. Les services de renseignement des États-Unis et d'Israël affirment tous 2 que l'Iran n'a pris aucune décision en ce sens. Cependant, après que l'accord nucléaire, qui contrôlait l'enrichissement iranien et le soumettait à des inspections rigoureuses, a été annulé par M. Trump lors de son premier mandat, l'Iran a effectivement commencé à retraiter de l'uranium à des niveaux toujours plus élevés. Et il possède désormais suffisamment d'uranium enrichi à 60% pour pouvoir fabriquer, selon ce qu'on nous dit, environ 6 bombes en quelques jours. Et non,
en semaines ou en mois, car la dernière étape vers l'enrichissement de qualité militaire est très courte, et les centrifugeuses iraniennes sont aujourd'hui très efficaces. Il y a donc une raison de tenter de mettre fin à cette animosité et à la question de la prolifération nucléaire que l'Iran pourrait représenter. Ce qui n'est jamais mentionné dans tout cela, bien sûr, c'est le fait qu'Israël a développé un arsenal nucléaire clandestin de taille considérable, et que les Iraniens se sont préparés à la guerre que le Premier ministre Netanyahou cherche depuis longtemps à provoquer avec les États-Unis en plaçant leur armement et leurs sites nucléaires profondément sous terre, à une telle profondeur que, selon l'avis des experts militaires, ils ne pourraient être détruits qu'au moyen d'une attaque nucléaire. C'est donc un moment très dangereux. M. Trump à Riyad a dit plusieurs choses importantes. Il a déclaré que les États-Unis n'avaient pas d'ennemis permanents. Il a affirmé vouloir parvenir à une résolution pacifique des différends avec l'Iran. Mais il a également réitéré la menace militaire. Cette menace militaire a été symbolisée par le déploiement de bombardiers B-52 et B-2 à Diego Garcia. Les B-52 semblent être partis. Je ne sais pas pour les B-2. Mais les négociations avancent par à-coups, principalement à Mascate, à Oman. Les Omanais sont devenus des médiateurs inestimables entre l'Iran et les États-Unis. Et il y a un effort sérieux mené par l'envoyé personnel de M. Trump, quelqu'un qui n'a aucun statut constitutionnel ou légal, Stephen Witkoff, son proche et conseiller immobilier, opérant à New York pour parvenir à une conclusion. M. Witkoff s'est impliqué dans cette affaire sans aucune expérience préalable. C'est un négociateur compétent, mais il est nouveau dans le domaine de la diplomatie. Il semble être en train d'apprendre et d'écouter. Il est manifestement en contact avec M. Trump. Et je pense que ce que les Iraniens proposent, c'est un retour au niveau d'enrichissement antérieur au JCPOA, Plan d'action global commun, soit 3,67%. C'est suffisant pour alimenter des réacteurs et produire de l'électricité, ce dont l'Iran a parfaitement le droit, mais ce n'est pas suffisant pour fabriquer une bombe. La question est donc de savoir à qui M. Trump prêtera l'oreille, car son administration est clairement divisée entre les partisans de l'America First, comme le vice-président J.D. Vance, et les partisans d'Israël. Et les exigences israéliennes sont particulièrement extrêmes. Ils exigent que l'Iran élimine tout enrichissement, même à des fins pacifiques. Ils exigent que l'Iran détruise tous ses missiles et se désarme. Ils exigent que l'Iran cesse de soutenir la résistance à leur expansion territoriale et au nettoyage ethnique des Palestiniens. Et je ne pense pas que l'Iran puisse accepter ces exigences. Mais elles ont été avancées par Mike Waltz, qui vient d'être limogé de son poste de conseiller à la sécurité nationale. Elles ont été soutenues par Marco Rubio, le secrétaire d'État. Il existe une faction au Sénat, Lindsey Graham, Tom Cotton et d'autres, qui semblent approuver ces exigences extrêmes. Il est très difficile de dire ce qui va se passer. Mais je pense, pour revenir directement à votre question initiale, Monsieur Trump, je m'excuse pour la longueur de ma réponse, mais la situation est très complexe. Monsieur Trump aura constaté à Riyad et à Doha que la situation dans le Golfe a radicalement changé. Alors que lors de son premier mandat, il promouvait les accords d'Abraham, qui constituaient le noyau d'une coalition anti-iranienne proposée entre les Arabes du Golfe et Israël. Israël a désormais atteint l'hégémonie au Levant. Et il y a un mouvement naissant entre les pays du Golfe et l'Iran pour former une coalition afin d'équilibrer Israël, c'est-à-dire une coalition contre Israël, pour contrebalancer ses ambitions territoriales et autres. Il y a donc eu un rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui étaient auparavant des ennemis mortels. Le ministre saoudien de la Défense, Khaled Ben Salman, fils du roi et frère du prince héritier Mohammed Ben Salman,
a été à Téhéran pour s'entretenir non seulement avec son homologue, le ministre de la Défense, mais aussi avec le guide suprême, Khamenei. La situation est donc en pleine évolution. Elle n'est plus ce qu'elle était. Je suis certain que M. Trump aura entendu à Riyad et à Doha des mises en garde de la part de ses hôtes contre une guerre avec l'Iran, car ils n'ont absolument aucune envie d'être impliqués dans une telle chose, et sont effectivement dissuadés par l'annonce iranienne selon laquelle ils attaqueraient l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis ou tout autre pays du Golfe qui aiderait et soutiendrait une guerre américaine contre la République islamique. C'est donc une situation très compliquée. Tout est en suspens. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Beaucoup de choses dépendent, comme je l'ai dit, de la fidélité de M. Trump à son programme America First ou de son adhésion à l'agenda Israel First de la majorité de ses conseillers. Pensez-vous que la décision du président Trump de bouleverser l'ordre commercial mondial en particulier, mais qui a également de graves répercussions sur l'ordre financier, a rapproché le président Trump, ou les États-Unis, ou disons, a rendu les États-Unis plus dépendants des États du Golfe en Asie occidentale, étant donné son incapacité à conclure des accords concrets avec l'Europe et le Canada, et étant donné, semble-t-il, la poursuite de ses hostilités avec la Chine. Les États-Unis ont effectivement besoin de partenaires économiques alternatifs et fiables. Et l'une des suggestions est que les États du Golfe disposent d'argent, même si bien souvent ce montant est exagéré. L'Arabie saoudite, par exemple, est actuellement en déficit. Elle a déjà emprunté 30% de son PIB. Et avec la baisse des prix du pétrole, elle n'a pas beaucoup d'argent à injecter. Il y a donc de nombreuses questions de la part de Bloomberg et d'autres concernant la promesse d'1 billion de dollars qu'ils ont faite sans nous donner aucun détail. Mais il est également vrai qu'il existe des contrats pour Boeing, par exemple, au Qatar. Boeing traverse une période très difficile, à commencer par l'accident, mais aussi à cause de grèves qui durent depuis des années. Et il semble qu'ils aient désespérément besoin de ces contrats qui ont été encore plus affectés par les guerres commerciales. Et c'est la même chose avec les marchés de capitaux, avec beaucoup d'argent sud-coréen et japonais qui quittent le marché obligataire américain, et le marché des bons du Trésor ne se porte pas bien. Il faut que les fonds souverains d'Arabie saoudite et des Émirats injectent plus d'argent dans les marchés de capitaux américains, y compris les marchés boursiers. Pensez-vous qu'il soit raisonnable de dire que les États-Unis cherchent désormais à se tourner vers l'Asie de l'Ouest? J'utilise cette expression parce qu'au moment du retrait d'Afghanistan, on parlait beaucoup de se détourner de l'Asie de l'Ouest pour se tourner vers l'Asie de l'Est, ce qui est bien sûr une question stratégique. Mais j'y ajoute une dimension économique. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est une question très compliquée. Permettez-moi de dire que je ne pense pas que la volonté d'attirer des investissements d'Arabie saoudite et d'autres pays soit motivée par la réaction absurde des États-Unis concernant les droits de douane. Nous pourrons en parler dans un instant, mais je voudrais souligner qu'il existe une surestimation, une exagération, si vous voulez, de la richesse du Golfe. C'est l'un des deux endroits où il y a un capital important disponible. L'autre, c'est la Chine. Les États-Unis ont écarté la Chine à cette fin, ce qui est, à mon avis, une erreur, mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui a été fait. Donc, si vous voulez soutenir les bons du Trésor, si vous voulez aider Boeing à se remettre de sa propre mauvaise gestion et à réaliser des ventes, c'est ici que ça a du sens. Boeing, bien sûr, est victime de deux choses. D'abord de sa propre dérive vers une gestion financière capitaliste, plutôt que la culture d'ingénierie qui prévalait auparavant. L'entreprise s'est engagée dans l'ingénierie financière,
et non dans la véritable ingénierie, ce qui a eu un impact sur la qualité de ces produits. Ensuite, les Chinois avaient suspendu la livraison de commandes d'avions précédentes. Ils ont maintenant, en réponse à la suppression des droits de douane par M. Trump, autorisé la reprise des livraisons, mais ils ne passent pas de nouvelles commandes. Donc oui, c'est très important pour Boeing. C'est très important pour le Trésor des États-Unis. C'est très important pour M. Trump. Cela dit, le chiffre de 1000 milliards de dollars est un mirage. Ce genre de choses est courant dans les déserts, je le sais. Et il est très peu probable que quoi que ce soit s'approchant de ce chiffre se concrétise sous forme de transaction. Il s'agit d'une déclaration d'intention vague, ou peut-être même pas d'intention, plutôt d'aspiration, voire d'exagération. Ce n'est pas un chiffre sérieux, pas plus que celui qui a été avancé au Qatar. Nous avons donc le problème que vous avez mentionné. En réalité, les Saoudiens en particulier sont quelque peu sous pression financièrement. Leur budget nécessite un prix du pétrole plus élevé que celui qui prévaut actuellement, presque le double. Oui, c'est exact. De 60 à 113, j'aimerais avoir les calculs de Bloomberg. Plutôt que 60, qui est le prix actuel. Ils réduisent donc effectivement certains des projets les plus extravagants qu'ils avaient entrepris, ou s'ils ne les réduisent pas, ils les retardent au moins. Ce n'est donc pas la corne d'abondance que certains à Washington semblent imaginer. L'autre point important à ce sujet, cependant, c'est que, comme vous l'avez suggéré dans la première partie de votre question, c'est un exemple de l'importance de l'autonomie et de l'indépendance accrue des États du Golfe. Il s'agit d'un phénomène qui se produit à l'échelle mondiale, à mesure que la rivalité entre grandes puissances et la déférence envers ces dernières qui caractérisait l'ère précédente s'atténue. Nous voyons des puissances de rang intermédiaire et des pays plus petits gagner en liberté de manœuvre et diversifier leurs relations. En Amérique latine, certains écrivains importants qualifient cela de non-alignement actif, c'est-à-dire un exercice d'équilibre actif entre des pays puissants. Et cela se produit dans le Golfe. Il y a donc ici un besoin de concurrence. Les États-Unis le ressentent face à d'autres pays, la Chine en particulier, l'Inde, la Russie et certains pays européens qui ont en grande partie supplanté l'hégémonie américaine sur le plan économique dans la région. C'est donc la cible logique pour M. Trump. Et comme je l'ai dit, il aime l'argent et le développement immobilier, et c'est là que ces choses sont présentes. Les États du Golfe intensifient également leurs contacts avec les Russes et les Chinois. Bien sûr, ils entretiennent aussi, depuis un certain temps, une relation solide et croissante avec l'Inde. Donc, ce n'est pas comme s'ils mettaient tous leurs œufs dans le panier des États-Unis. Non, ils ne le feront pas. Ils ont compris depuis longtemps qu'au début de ce siècle et surtout après 2011, lorsque les soulèvements arabes ont eu lieu et que Hosni Moubarak et d'autres ont été évincés du pouvoir, la protection américaine a ses limites et qu'ils devaient diversifier leurs relations. Leur relation avec la Russie et la Chine est relativement récente. Ils n'avaient de lien avec aucune des deux jusqu'à la guerre du Golfe de 1990-91, qui a rendu nécessaire l'établissement de relations pour conserver le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais ils ont développé ces relations de manière très poussée. La Chine est désormais le premier partenaire commercial de l'Arabie saoudite. Elle est également très présente commercialement aux Émirats arabes unis. C'est un rapport des gaz Qatari. Et bien sûr, elle entretient une très bonne relation avec l'Iran,
et elle a tiré parti de cela pour mener une médiation qui a abouti à un rapprochement entre Riyad et Téhéran, comme je l'ai mentionné. Les Russes aussi, en fait, l'Union soviétique avait des relations avec le royaume jusqu'aux années 1930, lorsqu'elles ont été rompues. Elles ont été rétablies pendant la guerre du Golfe de 1990-91, et cela a également conduit à un partenariat majeur avec l'OPEP+, travaillant de manière assez efficace à réguler les prix du pétrole, dans la mesure où un cartel peut le faire. Donc, vous avez raison. Je pense que la relation avec l'Inde est également relativement récente, sauf bien sûr en ce qui concerne la main-d'œuvre expatriée indienne, pakistanaise, sud-asiatique, également sri-lankaise, qui est omniprésente dans le Golfe. Ceci est très important pour l'Inde, le Pakistan et le Sri Lanka, en raison des envois de fonds que la main-d'œuvre envoie chez elle, mais aussi à cause des compétences acquises dans la gestion d'équipements modernes, des services bancaires modernes, etc., que les Indiens et les Pakistanais en particulier acquièrent en travaillant dans le Golfe. L'Inde, cependant, a une longue histoire de relations importantes avec le Golfe, que la plupart ont oublié. C'est l'armée indienne, et non les Britanniques, qui a conquis les États cruciaux, les petits royaumes pirates de la côte du Golfe, au début du XIXe siècle. Et c'est l'Inde, c'est le Raj qui a conquis l'Irak, pas l'armée britannique en tant que telle, c'était une armée indienne sous commandement britannique. Il existe donc une relation ambivalente entre l'Inde et le Golfe, car du point de vue du Golfe, l'Inde y possède une tradition impériale. Mais cela a été surmonté à mesure que l'Inde devient une économie et un acteur mondial de plus en plus important. Les relations se sont réchauffées. Les questions religieuses qui divisaient, du moins, les Saoudiens et les Indiens ont été mises de côté, c'est-à-dire le polythéisme indien. L'hindouisme ne s'accorde pas avec le monothéisme islamique austère. C'était un problème. Ce n'en est plus un aujourd'hui. Il se passe donc beaucoup de choses, non seulement avec les États-Unis en ce moment, mais aussi avec Pékin, Téhéran, Delhi, Moscou, et même des pays plus éloignés comme le Brésil. Vous avez dit quelque chose de très important, que la situation a changé depuis 2017-2018, dans le sens où le génocide et le nettoyage ethnique à Gaza se sont intensifiés, ainsi que l'affaiblissement du Hezbollah dans le sud du Liban. On peut également ajouter à cela la chute de Damas au profit d'Al-Assad. Et cela signifie que la puissance stratégique d'Israël a considérablement augmenté dans la région, ce qui a rendu le rapprochement entre l'Iran et les États du Golfe d'autant plus raisonnable. Et je pense que le Yémen a été un élément important ici, car lorsque l'offensive américaine a commencé, il y a eu beaucoup de discussions dans les médias américains, en particulier dans Foreign Affairs, sur le fait que cela pourrait aller dans le sens d'une invasion terrestre. Bien sûr, avec le soutien des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, pour soutenir les gardiens de la révolution contre les Houthis. Je veux dire, ce sont des fantasmes, mais ces discussions ont bien eu lieu. Et maintenant, le retrait soudain des États-Unis, sans parler du fait qu'ils n'ont même pas inclus de clause de trêve avec Israël, montre très clairement que l'Arabie saoudite et les Émiratis sont absolument certains de ne pas vouloir se replonger dans le bourbier yéménite. Je veux dire, ils auraient préféré les gardiens de la révolution plutôt que les Yéménites. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose à ce sujet. Et il vaut mieux conclure un accord avec l'Iran, ce qui, à mon avis, signifie que l'option des bombardements est écartée. La politique de confinement très agressive de l'Iran est terminée. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus aucune forme de confinement de l'Iran. Cela restera certainement. Peux-tu parler davantage de cette dynamique qui évolue, mais qui reste très floue?
Il y a ici des tendances très importantes à l'œuvre. Permettez-moi de commencer par la Syrie, où le président Trump a levé les sanctions et serré la main d'Assad, un homme au passé horrible, mais c'est ce que nous avons en Syrie. C'est à mon avis un exemple du réalisme trumpien. Mais le fait qu'Israël ait dévasté la Syrie, et l'ait en fait privé de toute souveraineté effective et de toute défense contre les transgressions israéliennes, donne à l'Iran et à l'Arabie saoudite un intérêt commun à reconstruire la Syrie, à la reconstituer, peut-être même à travailler avec les Turcs, qui sont une force majeure en Syrie et qui sont en confrontation avec Israël, afin d'assurer la réémergence d'une Syrie indépendante et souveraine. Par rapport à la Syrie fragmentée qu'Israël a toujours souhaité. C'est donc important. De même, nous voyons que les Turcs semblent disposés à aider le Hezbollah, malgré le fait qu'il soit chiite et aligné avec l'Iran, alors que la Turquie est résolument sunnite. Ainsi, les différences idéologiques sont surmontées par des raisons d'État liées aux évolutions géopolitiques. Concernant la question du Yémen, permettez-moi de faire quelques observations. Premièrement, cela illustre la capacité du président Trump à commettre des erreurs de jugement stupéfiantes, mais aussi à les corriger de manière tout aussi étonnante. Car lorsqu'il a mis fin au bombardement sauvage au Yémen, ce qui, à mon avis, n'a apporté aucun bénéfice aux États-Unis, ni sur le plan international, ni en termes de réputation. Bien au contraire, cela n'a fait que mettre en lumière le courage et la détermination des Yéménites à faire ce que la Convention sur le génocide exige de tous les pays, à savoir s'opposer au génocide. Ce sont les seuls qui ont réellement accepté de risquer leur vie pour cela. Monsieur Trump les a félicités pour leur détermination et leur fermeté. Et comme vous l'avez indiqué, il n'a pas exigé qu'ils mettent fin au blocus de la mer Rouge contre Israël. Ils n'attaqueront plus les navires américains, mais ils continueront à bombarder Israël avec des missiles de façon occasionnelle, du moins dans la mesure de leur capacité. Et le blocus maritime depuis la terre qu'ils ont instauré, ce qui est d'ailleurs sans précédent, va se poursuivre. Ainsi, tout navire se rendant vers ou depuis Israël, transportant des marchandises à destination d'Israël ou appartenant à des Israéliens, sera exposé à des attaques. En plus d'illustrer la capacité de M. Trump à reconnaître ses erreurs et à changer d'avis et de politique, cela s'inscrit dans un schéma plus large où les États-Unis semblent afficher une certaine indépendance vis-à-vis des orientations israéliennes. Nous avons donc la question de la Syrie, que j'ai mentionnée, qui va à l'encontre du souhait du gouvernement israélien de voir une Syrie fragmentée et prostrée. Apparemment, M. Trump souhaite voir la Syrie reconstituée et reconstruite. La question d'un cessez-le-feu à Gaza est désormais un sujet de discorde, notamment parce que M. Whitclew a d'abord négocié un cessez-le-feu avec Israël et le Hamas, et qu'Israël a ensuite rompu cet accord. Je pense que M. Whitclew est maintenant conscient qu'il existe un schéma régulier de non-respect par Israël des engagements qu'il a pris. Et maintenant, nous avons une situation où M. Trump affirme que l'aide humanitaire sera livrée à Gaza par des Américains sous supervision américaine et non israélienne. Et pendant ce temps, les Israéliens construisent des centres de distribution que l'armée israélienne propose d'exploiter. Nous sommes donc en désaccord sur ce point. Ensuite, il y a la question du Yémen, où Israël n'a pas été informé des négociations et n'a pas été inclus dans le résultat. Enfin, il y a la visite de Trump dans la région pour la première fois, sans passer par Israël, se rendant uniquement en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Ce sont donc des indicateurs très importants d'un certain éloignement entre l'administration Trump sur une base America First et le gouvernement israélien. Jusqu'où cela ira-t-il? Il est impossible de le prédire, car le lobby sioniste intérieur est très puissant.
because the domestic Zionist lobby is so powerful. We see, for example, Et nous voyons par exemple des membres de ce lobby ou des bénéficiaires financiers de ce lobby, au Sénat, Lindsey Graham, Tom Cotton en particulier, s'opposer à un accord avec l'Iran, manifestement encouragé à le faire par le lobby, qui, bien qu'il ne soit pas enregistré, constitue un bras de la politique étrangère du gouvernement israélien. C'est donc une évolution très intéressante. Jusqu'où cela ira-t-il, nous ne le savons pas, mais cela reflète l'aversion de M. Trump à être manipulé. Et M. Netanyahou est le manipulateur par excellence de la politique américaine, et il l'a déclaré publiquement. Je ne pense pas que M. Trump apprécie d'être manipulé. Nous avons vu quelques lueurs d'espoir s'ouvrir dans la relation entre l'Ukraine et la Russie. Mais il semble que cela n'ait finalement mené nulle part, du moins pour le moment. Ne tirons pas un trait sur l'histoire et ne fermons pas le livre. Elle est encore en train de s'écrire. Mais nous avons déjà vu ce genre d'espoir auparavant. Et le président Trump y a déjà répondu. Mais là encore, cela n'a rien donné. Alors, à quel point êtes-vous optimiste en ce moment quant au fait que le président Trump choisisse un Witkoff plutôt qu'un Walz, ou quant à sa capacité à contourner Israël en effectuant cette visite dans les États du Golfe? Même dans le cadre des accords d'Abraham, il y avait la condition qu'il devait accepter une bonne relation avec Israël. Tout cela a été contourné en concluant directement l'accord sur les otages, car 2 mois plus tôt, ils avaient refusé de le faire, pensant à une vingtaine d'otages israéliens qui seraient négativement affectés si les États-Unis passaient directement par le Hamas pour conclure cet accord, comme cela s'est fait au Yémen en négociant directement. À quel point êtes-vous optimiste? Pensez-vous vraiment que le lobby sioniste et aussi ceux au sein de l'administration Trump, les Marco Rubio qui restent, même si Walz pourrait être mis de côté, pouvons-nous imaginer que cela pourrait aboutir à quelque chose pour les Palestiniens sur le terrain? Bien qu'il soit vrai que cela a modifié les relations géopolitiques entre États, cela mènera-t-il à quelque chose de concret pour les Palestiniens sur le terrain? C'est incertain, bien sûr. Je dirais que la rencontre de M. Witkoff avec le gouvernement israélien l'a beaucoup refroidi à son égard. Je veux dire, il a déclaré publiquement que le gouvernement avait choisi l'expansion territoriale et la guerre plutôt que la libération des otages, ce qui est vrai, mais ce n'est pas ce que le gouvernement Netanyahou veut entendre. Lui et ses collègues, en négociant directement avec le Hamas, ont montré qu'il est possible de négocier avec le Hamas, que celui-ci tient parole, qu'on peut avancer, et fondamentalement cela ne devrait surprendre personne. Si vous voulez résoudre un problème, il faut parler avec ceux qui le créent ou qui en sont la cause. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez régler les questions. Les discussions indirectes ont peut-être leur utilité, mais elles sont intrinsèquement insultantes et délégitimantes. Elles limitent également ce que chaque partie peut apprendre de l'autre. Ce progrès montre donc qu'une paix est possible avec la direction palestinienne du Hamas. Bien sûr, nous en sommes encore loin. Permettez-moi de dire que l'approche caractéristique de M. Trump en matière de négociation repose sur 2 éléments. Le premier, ce sont des menaces outrancières, et le second, un optimisme excessif destiné à renforcer les chances de succès des pourparlers. Nous avons vu ces 2 aspects dans tous les contextes que vous avez mentionnés. Permettez-moi de parler de l'Ukraine un instant. L'administration Trump a entamé ses négociations en Ukraine après avoir absorbé la propagande américaine et britannique à ce sujet et en ayant mal compris la nature des enjeux en question.
Du point de vue russe, il y a eu un rejet de toute résolution diplomatique des préoccupations russes, ce qui a conduit la Russie à mettre en œuvre un ultimatum en février 2022 en envahissant l'Ukraine. Les objectifs russes ont toujours été clairement énoncés, mais l'Occident a préféré leur attribuer d'autres intentions. La Russie ne souhaite pas conquérir l'ensemble de l'Ukraine. Elle n'a jamais soutenu qu'elle le devait. Elle a évoqué avec nostalgie l'Ukraine comme un pays frère, une nation très étroitement liée à l'histoire et à l'identité russe. Mais cela ne se traduit pas par le désir supposé de reconstituer le régime tsariste, l'Union soviétique ou autre. La Russie a toujours eu trois objectifs. Le premier, ou du moins le premier à mentionner, est la protection de la minorité russophone, qui représente environ 29% de la population en Ukraine, contre l'assimilation forcée et le déni de ses droits culturels et linguistiques. Les Russes ont cherché lors des accords de Minsk et ont apparemment obtenu, du moins en théorie, un arrangement similaire à celui du Québec. Dans le Donbass, Donetsk et Louhansk, au moins, les russophones auraient le droit d'utiliser leur propre langue pour l'éducation de leurs enfants et pour communiquer avec les autorités locales, tandis que l'ukrainien resterait la langue nationale. C'est donc une préoccupation majeure, mais cette question a essentiellement été écartée car les Russes ont désormais intégré les régions russophones à leur propre pays, ce qui n'est pas reconnu internationalement, mais qui figure dans la constitution russe. Il pourrait y avoir des négociations sur les frontières, mais cela s'arrête là. L'Ukraine ne récupérera pas ses oblasts. La deuxième exigence, et de loin la plus importante, était que l'Ukraine revienne à la neutralité qu'elle avait proclamée lors de son indépendance, sur la base de laquelle Moscou l'avait reconnue comme pays indépendant. Et bien sûr, l'Ukraine, sous l'impulsion de l'Occident et avec le fort soutien des habitants de l'ouest du pays, qui ont un passé peu reluisant vis-à-vis de la Russie, a abandonné cette neutralité et cherché à rejoindre l'OTAN. Les Russes, dès 1994, sous Boris Eltsine, puis sous Vladimir Poutine, et de façon particulièrement marquante lors de la conférence de sécurité de Munich en 2007, ont clairement indiqué que si l'Ukraine était intégrée à l'OTAN et que cette alliance étrangère hostile à la Russie armait l'Ukraine contre la Russie, les Russes réagiraient militairement. Ils en avaient d'ailleurs déjà donné un exemple avec la Géorgie, ce qui a précédé le coup d'État en Ukraine et l'invasion de 2022. Et la dernière question est celle plus large, de la sécurité en Europe, et de savoir s'il existe une architecture de sécurité capable de rassurer la Russie face au danger d'une attaque de l'OTAN, ce qui n'est pas une menace vide, si l'on considère le Kosovo du point de vue russe, et de la même manière, de rassurer les Européens de l'Ouest, membres de l'OTAN, contre une attaque de la Russie qu'ils redoutent. Voici donc les trois revendications. Les droits des minorités en Ukraine, ou désormais en Russie, la question de la neutralité de l'Ukraine, peut-être sur le modèle du traité d'État autrichien de 1955, offrant des protections aux minorités linguistiques comme les 150 000 Hongrois qui y vivent, ou les Roumains, les Bulgares ou les Polonais, qui sont tous des minorités en Ukraine. Et enfin, une discussion plus large sur l'architecture de la sécurité européenne. Le problème, c'est que l'Europe, les membres européens de l'OTAN, n'ont proposé aucune solution pour la paix. Les seules propositions qu'ils ont présentées sont militaires, et la guerre est perdue. Ils se sont rendus à Kiev tout récemment et ont lancé un ultimatum à la Russie. Maintenant, comment le camp qui a perdu la guerre peut-il lancer un ultimatum? Vous savez, ce n'est tout simplement pas réaliste, quelle que soit la justification morale que l'on puisse invoquer. Nous nous retrouvons donc avec une situation assez compliquée.
L'administration Trump se rend compte que sa vision d'une négociation avec la Russie doit être modifiée et corrigée. Ils ont compris qu'une partie du problème vient de Zelensky et de son refus de dialoguer avec la Russie. Et nous venons d'assister à un coup de communication de M. Zelensky qui propose d'aller personnellement rencontrer Vladimir Poutine à Istanbul. Mais ce n'est pas ainsi que se déroulent les négociations sur des questions complexes. Le sommet est le moment où les accords sont ratifiés. Ce n'est pas là qu'ils sont conçus. Nous avons donc maintenant des négociations, ou plutôt des discussions, en cours entre Ukrainiens et Russes à Istanbul à un niveau inférieur. Et cela est tout à fait approprié. Ce qui n'est pas clair à présent, c'est si ces discussions à un niveau inférieur peuvent permettre d'obtenir les avancées nécessaires pour revenir à quelque chose comme l'accord de principe de mars 2022 à Istanbul entre l'Ukraine et la Russie, par lequel l'Ukraine renonçait à rejoindre l'OTAN, proclamait sa neutralité et déclarait qu'elle resterait neutre. Les accords de Minsk auraient été rétablis. La question d'une discussion plus large sur la sécurité en Europe n'a pas été abordée, mais elle était implicite. Alors, peut-on revenir à cela? Plus d'1 million de personnes sont mortes, sacrifiées à cause du refus de l'Occident, en gros, de permettre à cet accord d'aboutir. Peut-on maintenant ressusciter quelque chose de similaire? Il y a eu des changements. La Russie ne va pas abandonner les territoires qu'elle a pris, donc les accords de Minsk sont obsolètes. Mais le reste demeure un problème. Peut-on parvenir à un certain accord là-dessus? Ce ne sera ni un processus facile, ni rapide. L'idée que l'on puisse résoudre cette guerre en un jour, en 24 heures, a toujours été absurde. Nous aurons de la chance si nous parvenons à la résoudre en un an. Et en attendant, je dois ajouter qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. Et les Russes progressent. Si aucun accord n'est trouvé, l'Ukraine risque de perdre non seulement le reste des 4 oblasts, ou les 3 oblasts que la Russie n'occupe pas entièrement à l'heure actuelle, c'est-à-dire Donetsk, Kherson et Zaporizhia, mais aussi peut-être Odessa et toute la côte de la mer Noire. Les enjeux sont donc très élevés, et je pense que le désir de M. Trump de sauver l'Ukraine de l'anéantissement et d'épargner des vies humaines est tout à fait justifié. Ce qu'il reste à voir, c'est si les personnes qu'il a nommées et investies de pouvoir pourront réellement parvenir à un tel accord. Parmi les 4 parties prenantes en Ukraine, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et l'Europe, 2 n'ont plus ou moins pas changé d'attitude. L'une d'elles est bien sûr la Russie, car elle a gagné la guerre. Les États-Unis et l'Ukraine ont changé de position. Les États-Unis ont considérablement modifié leur position, passant de Biden à Trump. Zelensky, qui était autrefois complètement incontrôlable, déclare maintenant qu'il est même prêt. Il est enthousiaste ou désespéré, disons, à rencontrer le président Poutine. Et en réalité, il n'a pas apprécié que le président Poutine ne se rende pas à Istanbul. En fait, à la place, il a envoyé des responsables de second rang, comme vous l'avez dit. Mais supposons qu'il ait exprimé de l'optimisme quant à un possible cessez-le-feu, en commençant par un cessez-le-feu. Et juste pour l'argumentation, si l'on dit cela, je pense que la neutralité de l'Ukraine est désormais très concrète. Les questions portent davantage sur le degré de démilitarisation de l'Ukraine. Et, vous savez, il y aura des interrogations concernant de nouveaux arrangements sécuritaires. Mais même les questions relatives aux oblasts sont plus ou moins réglées. Mais ma question pour vous est la suivante. Si l'Ukraine parvient à faire avancer ces discussions avec la Russie, je suis presque certain que les États-Unis les soutiendraient rapidement. Étant donné l'impatience du président Trump à propos de l'accord, et la Russie l'accepterait. L'incapacité de l'Europe à s'adapter à la nouvelle réalité sur le terrain, alors qu'elle continue de parler d'élargir l'OTAN, de soutenir militairement l'Ukraine, et ainsi de suite,
Cela a-t-il encore une importance dans l'éventualité où l'Ukraine, les États-Unis et la Russie parviendraient à un accord? Non, je pense qu'ils devront accepter un fait accompli. C'est la réalité. En attendant, bien sûr, ils sont très perturbés par la disparition du parapluie de sécurité américain sous lequel ils se sont réfugiés pendant les 80 dernières années. Vous savez, pendant ces 80 années, ils ont essentiellement renoncé à définir leur propre ordre européen et ont laissé les États-Unis ou encouragé les États-Unis ou pris plaisir à ce que les États-Unis le fassent à leur place. Et il semble qu'avec Trump, les États-Unis ne soient plus disposés à le faire. On observe donc une augmentation des budgets militaires. On constate une politique intérieure très troublée sur cette question, avec une Allemagne très divisée entre ses différents partis politiques, désormais sous la direction d'un nouveau chancelier très impopulaire et assez belliqueux. Et la situation est similaire au Royaume-Uni, où le Parti travailliste est également très belliciste. Le Royaume-Uni est peut-être moins divisé sur la Russie que l'Allemagne. Eh bien non. Les Britanniques ont toujours été, depuis le 19e siècle, depuis la guerre de Crimée et le grand jeu en Asie, très anti-russes, ils ont été très russophobes et ils se comportent de manière cohérente avec cette histoire. Mais de toute façon, la réalité est que si l'on regarde ce qui s'est passé en Ukraine, la Russie a progressé très lentement pour prendre des territoires ukrainiens. Elle n'a montré aucune capacité à aller au-delà de l'Ukraine et à attaquer qui que ce soit. Donc toute cette histoire de peur de voir les Russes réapparaître à Paris comme ils l'ont fait après la guerre, c'est tout simplement absurde. Quoi qu'il en soit, la peur de la Russie sert de justification au keynésianisme militaire en Allemagne, rompant avec l'austérité que les Allemands ont traditionnellement exigée. Et c'est un prétexte pour les efforts français visant à réaffirmer le leadership de la France en Europe. Et comme je l'ai dit, cela s'inscrit dans la tradition britannique. Mais au final, l'armée britannique compte environ 70 000 personnes. Ils tiennent dans un stade de football. Et si certains d'entre eux vont en Ukraine, comme le gouvernement britannique lui-même l'a reconnu, sans le soutien américain, ils sont totalement vulnérables. Et vous savez, on parle d'une force de résilience en Ukraine. Je lui donnerai une espérance de vie de quelques jours sous une attaque russe. Et je pense qu'il y aurait une attaque russe, car les Russes sont entrés dans cette guerre parce qu'ils ne voulaient pas de forces hostiles à leur frontière avec l'Ukraine. Ils sont prêts à accepter les États baltes, car ces derniers ne représentent vraiment aucune menace pour eux. Mais une Ukraine armée, intégrée à une alliance occidentale hostile à la Russie, constitue une menace. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a plusieurs questions sur ce qui va se passer. D'abord, je pense que les généraux, tant du côté russe qu'ukrainien, aimeraient, en réalité, voir cette guerre se terminer. Ce sont les politiciens qui veulent la poursuivre. Et il y a des raisons de croire que les généraux, qui se connaissaient lorsqu'ils étaient sous le commandement commun de l'Union soviétique, se sont parlé en dehors des caméras. Et M. Zelensky a été un obstacle principal au réalisme du côté ukrainien. Pourquoi cela? Ce n'est pas clair. Il a été élu sur une plateforme de paix. En 6 semaines, il avait changé de position. Était-ce à cause de menaces contre sa vie de la part d'ultranationalistes? Ou était-ce à cause de pressions occidentales? Quelle en était la raison? Nous ne le savons pas. C'est un acteur talentueux. Nous savons, on soupçonne que les répliques qu'il prononce ne sont pas écrites par lui. Donc, M. Zelensky, vous savez, il vient justement d'être à Ankara pour parler avec le président Erdogan, sans doute pour tenter de relancer la médiation turque dans cette situation. Il a besoin de paix. S'il parvenait à obtenir la paix, il pourrait peut-être prendre sa retraite dans l'une de ses villas à l'étranger, car il possède toute une série de propriétés dans divers endroits luxueux.
Donc un point très important ici, qui illustre l'irresponsabilité des Européens, leur division interne, leur incapacité à parvenir à une conclusion autre que la solution facile de poursuivre l'action militaire, c'est que la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne n'a pas été contestée par les Russes. Ce n'est pas un problème pour les Russes, c'est un problème pour l'UMM. Cependant, l'UMM ne parle pas de la manière d'intégrer l'agriculture ukrainienne, alors que les agriculteurs français y sont opposés, ni de la façon de gérer la corruption en Ukraine, ni du fait que l'Ukraine est désormais une dictature plutôt qu'une démocratie, ni des dégâts subis par l'industrie ukrainienne, ni du fait que l'Ukraine est le pays le plus pauvre d'Europe et nécessiterait d'énormes subventions de la part des autres membres de l'UMM. Toutes ces questions devraient être abordées. Elles ne le sont pas. On n'en parle pas. Donc dans le seul domaine où l'Europe pourrait agir de manière responsable, elle ne le fait pas. Ils éludent la question. Donc ma réponse à votre question est oui. Les Russes ont toujours pensé que la clé pour résoudre ce problème ne se trouvait pas à Bruxelles, mais à Washington et dans une moindre mesure à Kiev. Et M. Zelensky a publié un décret rendant les négociations avec les Russes illégales, mais il a désormais ignoré son propre décret et ils sont à Istanbul, vraisemblablement pour préparer une négociation. Ce n'est pas une situation sans espoir. Je veux dire, les pressions en faveur de la paix sont très fortes. Et je pense que M. Poutine en veut une, je pense que son armée en veut une. Mais ils en veulent une à des conditions qui satisfassent, au moins en partie, les raisons pour lesquelles ils sont entrés en guerre. Dans quelle mesure, nous ne le savons pas. C'est un point très intéressant. L'Ukraine pourrait représenter un fardeau pour l'Union européenne si elle la rejoignait. Ce n'est donc pas une évidence. Parfois, c'est ce que l'OTAN laisse entendre, mais ce sont les Européens qui décident. Vous pouvez regarder la position de Viktor Orban en Hongrie. Il s'oppose à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne pour diverses raisons, notamment, je pense, principalement la privation des Ukrainiens d'origine hongroise du droit d'utiliser leur propre langue, de la même manière que les russophones en ont été privés. Mais il est aussi très conscient qu'une Europe divisée entre la Russie et un autre bloc est une Europe qui ne peut pas connaître la paix et la stabilité, et que la Russie, en tant que grande puissance européenne, doit faire partie de l'équation. Elle doit être présente dans les instances qui maintiennent la paix en Europe. Et l'Ukraine, en tant qu'obstacle à cela, est mal vue à Budapest. Je pense donc que les Européens doivent se réveiller et réaliser qu'ils risquent fort d'être pris de court. Ils devraient vouloir être consultés et ils ne le seront pas s'ils n'ont rien d'utile à dire. Je pense que la dimension sécuritaire est un élément majeur de la division européenne. Il s'agit de savoir s'il faut évoluer vers une relation avec la Russie qui garantisse leurs intérêts en matière de sécurité ou s'il faut rester fidèle à l'agenda de l'OTAN. Je pense que c'est une question très clivante en Europe. Ce que vous avez ajouté en plus, c'est que même du point de vue économique, l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne n'est pas une chose simple. Étant donné, comme vous l'avez dit, les intérêts des agriculteurs français face à l'agriculture ukrainienne, sachant que les agriculteurs français ne sont déjà pas très satisfaits. Ils sont agités parce qu'il y a une dépression des prix, les achats publics ne suffisent pas, et ainsi de suite. Ils ne sont jamais contents. Ils ne sont jamais contents. Oui. Ils sont très prêts à agir à ce sujet. Je veux souligner un point important concernant la sécurité. L'Ukraine n'a pas besoin d'une garantie de sécurité contre une invasion de l'OTAN. Elle a besoin d'une garantie de sécurité contre la Russie, pour se protéger des actions russes à son encontre.
Et la manière d'y parvenir passe par la neutralité et un accord plus large en Europe, dans lequel la Russie aurait des incitations à laisser l'Ukraine tranquille et à la laisser se développer à sa façon. Et la position officielle de la Russie, du moins formellement, est qu'elle est tout à fait disposée à le faire. Encore une fois, je fais référence au traité d'État autrichien de 1955, qui, au plus fort de la guerre froide, a abouti à l'établissement d'une Autriche indépendante et neutre, avec le respect garanti des droits des minorités, c'est-à-dire des locuteurs italiens, slovènes et hongrois vivant dans ce pays germanophone. Et cela a très bien fonctionné. L'Autriche est devenue un pays très prospère, assez démocratique, et elle n'a rejoint aucun bloc, mais elle est, bien sûr, très étroitement associée au reste de l'Europe, intégrée à l'économie européenne. C'est donc ce genre d'avenir que les Ukrainiens devraient souhaiter. Et je pense que les Européens, les Américains et les Russes auraient tout intérêt à les aider à y parvenir. Je voulais rapidement vous interroger sur les ambitions de la Turquie en Asie de l'Ouest, car il me semble qu'avec le changement de régime en Syrie, les ambitions de la Turquie dans cette région ont considérablement augmenté, étant donné qu'elle est le principal soutien du gouvernement d'Ahmad al-Sarraj en Syrie. Ce que nous observons effectivement, ce sont trois grands acteurs: l'Iran, les États du Golfe collectivement, et désormais la Turquie dans l'équation. La Turquie prend ses initiatives pour s'imposer comme un leader géopolitique, allant de l'organisation de pourparlers à Istanbul entre Russes et Ukrainiens jusqu'à menacer parfois Israël dans sa course à l'expansion territoriale en Syrie occidentale. Mais ma question précise pour vous est la suivante. Comment pensez-vous que se dérouleraient les dynamiques entre d'une part les États du Golfe et d'autre part la Turquie en Asie de l'Ouest? Et je pense que la Syrie est un élément important dans ce contexte, car tout au long de la guerre civile, il n'y a pas eu que la Turquie. Les États du Golfe ont injecté beaucoup d'argent, beaucoup d'armes et beaucoup de matériel idéologique. Je veux dire, une partie de ce matériel idéologique est peut-être moins pertinente aujourd'hui, étant donné que le prince Salman semble y être moins favorable. Mais cela a toujours fait partie du projet. Je me demande donc comment la Syrie serait contrainte d'équilibrer ces différents éléments. Mais la Turquie et les États du Golfe en particulier, qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense, comme je l'ai dit, que la dévastation de la Syrie par Israël, la destruction de la souveraineté syrienne effective et l'obtention de l'hégémonie dans le Levant par Israël donnent à l'Iran, aux États du Golfe et à la Turquie un intérêt commun à reconstituer, reconstruire et restaurer la souveraineté syrienne. Et c'est ce que l'on voit se concrétiser avec des discussions positives entre les Saoudiens et les Iraniens, par exemple, au sujet de la Syrie. C'était impensable, il n'y a pas si longtemps. Ils se disputaient l'influence là-bas. Désormais, ils ont un intérêt à exercer une influence pour soutenir l'État syrien face à Israël. Ils partagent cet intérêt avec la Turquie, et nous avons vu, comme vous l'avez indiqué, des rencontres rapprochées d'un genre peu amical entre l'armée de l'air turque et l'armée de l'air israélienne dans le ciel syrien. La même chose, comme je l'ai également mentionné, s'applique au Hezbollah, que la Turquie semble désormais prête à aider. L'Iran n'est plus en mesure de le faire en raison de la dévastation de la Syrie et de l'incapacité à atteindre directement le Hezbollah, avec une aide d'une nature ou d'une autre. Aussi le PKK, for referring to PKK en temps. Bien sûr, c'est un développement majeur. 40 ans environ d'insurrection en Turquie semblent avoir pris fin avec la libération d'Abdullah Öcalan et la dissolution de son parti en Turquie. Un processus est en cours dans le nord-est de la Syrie, par lequel le groupe kurde présent là-bas est intégré à la Syrie avec le soutien de la Turquie.
Vous savez, ils auraient préféré être indépendants, mais ce n'est plus une option maintenant que le PKK s'est retiré. On assiste donc à une sorte de tutelle turque, pas une hégémonie, mais une forme d'orientation pour la reconstruction politique de la Syrie. Et tout cela est vraiment très intéressant, et cela illustre un point, c'est qu'Israël, après 68 ans, je suppose, d'existence, 67, n'a toujours pas réussi à se faire des amis dans la région. Nous constatons que l'influence américaine, qui avait assuré la sécurité d'Israël, par exemple les accords de Camp David, est aujourd'hui assez fragile en raison de la prise par Israël du corridor de Philadelphie, la frontière entre l'Égypte et Gaza, en violation directe des accords de Camp David. Nous avons également vu l'armée de l'air égyptienne remplacer ses F-16 par des JSC chinois, ce qui est vraiment tout à fait extraordinaire. Je ne pense pas que cela se soit produit ailleurs. Et bien sûr, lors du conflit entre l'Inde et le Pakistan, les JDC se sont plutôt bien comportés. L'Égypte semble donc s'éloigner lentement de l'orbite américaine. Et la Jordanie, bien sûr, est assiégée, très agitée par ce qui se passe, par les atrocités commises par les Israéliens en Cisjordanie et par les tentatives de déplacer davantage de Palestiniens vers la Jordanie. Et je pense que nous avons une dernière observation sur la situation israélienne. Deux choses se passent. D'une part, Israël se désagrège de l'intérieur. Les familles des otages sont en conflit avec le gouvernement, les services de renseignement sont en désaccord avec le Premier ministre, l'armée est en désaccord avec le cabinet, et le monde des affaires est décimé par les faillites. Les soldats sont fatigués et démoralisés, souffrent de stress post-traumatique et refusent de se présenter lorsqu'ils sont rappelés. Vous savez, il n'y a que 40% de mobilisation lorsque l'on rappelle les réservistes en Israël. Il y a aussi une émigration massive. On ne sait pas encore si elle sera permanente. Les Israéliens ne comptent que les émigrants permanents, ce qui minimise considérablement l'ampleur de leurs problèmes. Mais de nombreux Israéliens n'ont plus foi en l'avenir de leur pays. Cela contraste avec le sentiment de triomphe du cabinet extrémiste. Vous savez, ils pensent avoir détruit et décimé le Hezbollah, dévasté la Syrie, et être sur le point de prendre le contrôle de Gaza, de chasser les Palestiniens de la Cisjordanie et d'annexer directement des terres palestiniennes, ce qu'ils viennent de faire. Je veux dire, ils agissent en totale défiance envers l'ensemble de la communauté internationale, y compris Washington. Il y a donc un décalage. Et des questions se posent quant à savoir si Israël suivra l'exemple des deux royaumes chrétiens du Moyen Âge, qui ont duré environ 80 ans, avant de disparaître lorsqu'ils ont perdu le soutien étranger essentiel à leur survie. Ceci est donc une chose. La deuxième chose, c'est que l'effort pour déplacer les Palestiniens se poursuit. M. Trump parle de prendre le contrôle de Gaza et de sa gestion. Certains de ses collaborateurs cherchent activement des terres d'accueil pour les Palestiniens déplacés. Des endroits charmants, comme la Guinée équatoriale, l'Angola, le Somaliland, le Rwanda, la Libye. Ce sont des destinations tout à fait absurdes pour les Palestiniens, et je ne pense pas qu'elles aient beaucoup de viabilité à cet égard. Peu importe combien d'argent ceux qui essaient de promouvoir cela sont prêts à dépenser dans ces pays. C'est donc un moment très dangereux pour Israël, pour ceux qui, malgré son comportement atroce, aimeraient voir Israël réussir en tant qu'État sur le long terme. Il fait tout pour compromettre cette possibilité, et on ne peut pas être sûr qu'il sera encore là dans 10 ou 15 ans. Nous allons nous arrêter là, ambassadeur Freeman. C'était une excellente conversation. J'avais ces questions et cela m'a beaucoup éclairé, et je suis sûr que nos spectateurs apprécieront également. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Ayushman.
Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour la gauche et les forces progressistes. Nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants jusqu'à présent. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci de considérer un don à notre cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.